Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 17 janvier. L'année 2018 des solistes de la Villedieu débute avec Beethoven. Xavier Philips, soliste depuis 2003, invite son complice François-Frédéric Guy. Ils interpréteront sonates et variations du compositeur allemand. Décembre 1999, au fin fond de la Picardie, Michel Alonso, bibliothécaire, est tétanisé par l'imminence du passage à l'an 2000. Il sera victime d'un bug et se rêvera aventurier. Une toute nouvelle création à découvrir au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et le Centre de musique baroque de Versailles a 30 ans. Il a été lancé en 1987 et il travaille sur le patrimoine musical des XVIIe et XVIIIe siècles. Une cérémonie se tenait hier soir au ministère de la Culture. Un violoncelle, un piano et Beethoven. Ce samedi, l'auditorium de Trappes va résonner des sonates et variations du compositeur allemand. Les artistes Xavier Philips, soliste de la Villedieu depuis 2003, et François-Frédéric Guy. Pour nous en parler, Hervé Farge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la PMSQ, l'association pour la promotion de la musique sur Saint-Quentin en Yvelines. Et donc, les deux musiciens vont nous faire du Beethoven. Ils vont nous faire du Beethoven, tout à fait. Alors, en fait, c'est très intéressant parce que Beethoven, on connaît bien sûr ses symphonies, on connaît ses concertos, on connaît aussi des sonates. Les sonates pour piano sont très très connues. Les sonates pour violon et piano, la fameuse sonate à Kreutzer, qui est une pure merveille. Mais en revanche, les sonates pour piano et violoncelle sont peu connues, très très peu connues. Et en fait, grâce à Xavier Philips, qui est un des piliers de celui de la Villedieu depuis maintenant l'année 2003, il a proposé en fait de monter ce concert avec, comme vous dites, son complice François-Frédéric Guy, qui est un pianiste extraordinaire, qui est un spécialiste de Beethoven. Et c'est un spécialiste de Beethoven, voilà. Il a donc joué les concertos avec Casatsu à Lille, il a joué des sonates pour piano, et c'est un grand spécialiste. Et donc, ça a été un bonheur de les voir se rencontrer, deux talents pareils. Et ce soir-là, ils vont jouer 3 sonates, la 3, la 4 et la 5. Et la 4 et la 5 sont issues de l'opus 102, comme on les nomme, et apparemment ce serait le plus abouti. Ce serait le plus abouti. C'est en fait dans l'ordre. Donc les opus, ce sont en fait l'ordre de création des œuvres. Et en fait, l'opus, la sonate numéro 3, par exemple, opus 69, a été bien sûr composé avant. Et en fait, les 4 et les 5 ont été composés en même temps. C'est vrai, il était en pleine maturité. Et la 5 est considérée comme un peu le chef-d'œuvre de ces sonates, de ces 5 sonates. On ne peut pas jouer les 5, mais on aura déjà le plaisir de jouer les deux, voilà, et notamment vraiment la sonate 5, qui est une pure merveille. Et là, je vous propose justement la sonate 5, on en parle. Un extrait, il a été enregistré dans un album commun pour les deux artistes en 2015. Alors on a parlé des sonates, il y a aussi des variations ce soir-là sur la flûte enchantée de Mozart. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, comme souvent, des compositeurs font des variations. On a eu droit, par exemple, aux variations faites par Tchaïkovski pour violoncelle et orchestre sur un air de Paganini. Et là, Beethoven, en fait, a fait des variations pour violoncelle et piano sur les airs de la flûte enchantée. Donc, c'est quand même assez extraordinaire parce que ce sont deux compositeurs quand même assez différents. On ne les voit pas du tout dans le même registre. Ils étaient quand même très proches, puisque quand même Beethoven était né avant que Mozart décède. Et il y a une espèce de pont qui est, je trouve, très très intéressant entre ces deux compositeurs. Alors, on a différents types, différents extraits, Papageno, tous ces airs-là, et c'est amusant de les entendre par ces immenses artistes.
Et justement, ces immenses artistes, on disait Xavier Phillips, qui est soliste de la Ville 2 depuis 2003, il est aussi un disciple de Rostropovitch, qui est une figure majeure du XXe siècle. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Dieu sait s'il y a eu des violoncellistes qui ont été proches de Rostropovitch, mais lui, il y a eu une rencontre très forte entre Xavier Phillips et Rostropovitch, et à tel point que quand Rostropovitch a dirigé à New York le concerto pour violoncelle de Dvorak, il a dirigé en fait l'orchestre de New York, Rostropovitch, et c'est Xavier Phillips qui a fait le soliste au violoncelle, ce qui est quand même une sacrée référence. Alors on est un peu pris par le temps. Tout à fait, ce qui est dommage. Donc on va préciser, on va rappeler la date, c'est le samedi 20 janvier, c'est à 18h. À 18h à l'auditorium de l'école de musique de Trappes. Voilà, la conclusion est faite et le prochain concert chez vous, c'est le 10 février aussi. Voilà. Donc le 10 février, alors là on retrouve Xavier Phillips, très rapidement. On retrouve Xavier Phillips, donc qui est une pointure. Vous écoutez Radio Classique, vous l'entendez régulièrement. Il sera avec un autre de ses complices et un soliste de la vidéo aussi, Éric Lesage, piano. Et puis nous aurons une jeune clarinettiste, Maria Madan. Et donc on aura des sonates pour trio, sonates, piano, clarinette, etc. Et là aussi ça va être un grand moment. Merci Hervé Merci Farge. beaucoup. On change de sujet, on part au théâtre avec Michel Alonso, qui a la cinquantaine et qui est un bibliothécaire municipal. Il craint le bug de l'an 2000, c'est lui qui va l'avoir et il se met à rêver d'être un aventurier. Alors la cordonnerie revisite actuellement le célèbre Don Quichotte, c'est au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines, regardez. Méthilde Veillergans et Samuel Hercule, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux les metteurs en scène de Dans la peau de Don Quichotte et vous nous emmenez en décembre 1999. Oui, exactement. Dans une petite ville dont on oublie toujours le nom, quelque part en Picardie. Et on retrouve un bibliothécaire qui est un petit peu effrayé à l'idée de ce passage à l'an 2000 et qui a peur du bug. Et aussi, on découvre toute la vie d'une bibliothèque, une vie un petit peu, je dirais, simple, et qui va se trouver chamboulée et transformée par la suite. Et donc, avec le titre Dans la peau de Don Quichotte, on comprend vite que c'est une adaptation du livre de Michel Cervantes. Oui, alors une adaptation, c'est beaucoup dire, parce que le livre, c'est à peu près 1500 pages. Et là, on a un spectacle qui fait à peu près 1h35, 40. Donc, c'est plus de s'être inspiré du personnage que tout le monde connaît. Par contre, très peu de gens ont lu vraiment l'œuvre en entier. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de faire qu'effectivement, Don Quichotte, on sait que c'est un personnage qui rêve beaucoup, qui est parti. Certains l'appellent un fou, d'autres, au contraire, trouvent qu'il est plutôt un rêveur. Donc on est à mi-chemin entre plein de choses et on avait envie de faire, effectivement, de travailler autour de ça. Est-ce qu'on fait basculer notre personnage à un moment donné qui se croit être dans la peau de Don Quichotte? Et l'idée, c'était de se dire, le point de départ de notre travail, est-ce que c'est vivre dans cette bibliothèque une vie très monotone, il habite tout seul et on comprend bien que sa vie n'est pas très marrante. Est-ce que c'est ça qui était le plus fou de cette routine-là qui est sans saveur, ou est-ce que c'est finalement de tomber dans la folie et se croire être ailleurs, voilà. Donc c'était un peu tout le cheminement, un peu l'idée du spectacle. Et comment vous mettez en scène alors cette nous, on travaille avec de l'image et du son et de l'interprétation en direct. Donc on a tourné un film, donc l'image est la base de notre travail. Et après, autour de ça, justement, on travaille avec on a 2 musiciens qui ont fait la création musicale, et puis nous deux, nous sommes sur scène avec aussi un acteur qui interprète le personnage de Don Quichotte. Et donc justement, l'idée, c'est qu'on a un peu différentes parties et différents moments de la vie de ce Michel Alonso qui évolue en direct au plateau. Cette matière live et déjà création, comment ça se joue sur scène? Vous avez peut-être quelques libertés, vous pouvez prendre quelques petites libertés, ou tout est bien écrit? Pas vraiment, c'est vraiment une partition qui est extrêmement écrite, qui est dictée par le timing du film qui est projeté, et donc qui n'est pas amené à énormément évoluer. Alors évidemment que chaque représentation est unique et a sa saveur et sa particularité, mais nous on est tenu à interpréter une partition extrêmement précise, et c'est très important dans notre travail, la précision. C'est pour ça qu'on a des répétitions assez intenses, le temps d'être prêt à donner cette partition là.
Des répétitions intenses qui ont pris fin il y a peu, j'imagine. Peut-être que vous répétez encore, parce que la première a eu lieu hier, le 16 janvier, Ouais, au Théâtre National. On travaille encore, là on est là, il est encore tôt, et on sera là demain tôt. C'est du spectacle vivant, donc le spectacle vivant, même si nous, effectivement, on a notre travail de base, qui est le film, qui lui est immuable, plus ou moins d'ailleurs. Mais sinon, le reste, les choses se peaufinent, s'affinent, et c'est le moment de la dentelle, quoi. Maintenant, c'est de continuer à... Et c'est ça qui est beau au théâtre, c'est que les choses évoluent et que les choses se transforment, quoi. Donc, oui, on est encore en train de travailler. Vous le disiez un petit peu en amont, vous jouez tous les deux, il n'y a que vous et le troisième personnage. Vous jouez sur les costumes, vous jouez sur les paroles. Comment vous faites les changements de... Surtout sur l'interprétation, quoi. C'est ça qui nous amuse justement, c'est d'interpréter. Moi, par exemple, dans ce spectacle, j'interprète aussi des rôles d'hommes, vocalement, quoi, puisqu'en fait, on les voit à l'image. Donc voilà, c'est ça qui est amusant, c'est de rentrer dans une histoire. Tout notre travail, il est autour de ça. C'est rentrer dans une histoire alors que les choses sont fabriquées en direct, plus ou moins devant les gens. En tout cas, toute la bande-son est fabriquée en direct. Donc toute la bande-son veut dire toute la vie, parce que ces images sans son... elles sont peu évocatrices, ou en tout cas elles peuvent pas. C'est vraiment le son qui leur donne vie. Et donc voilà, ça c'est la base de notre travail, quoi. Donc voilà, ça se passe autour de ça, quoi. C'est une œuvre à découvrir peut-être en famille, à faire... Oui, c'est toujours replonger difficile dans une de donner histoire. un âge. Là, en tout cas, on a dit à partir de 12 ans, parce qu'à 12 ans, on est capable de voir beaucoup de choses. Et que, voilà, mais c'est pas à destination... Voilà, c'est à destination un peu de tous. Après, il faut bien donner une limite, parce que sur la durée, sur les problèmes évoqués éventuellement au sein même d'un spectacle. Voilà, donc en tout cas, effectivement, à partir de 12 ans, c'est possible. Et je voulais faire un petit mot aussi sur la Cordonnerie, qui est votre compagnie. Est-ce que vous créez régulièrement à partir d'œuvres comme ça, célèbres? Il y a eu Hamlet, Blanche-Neige peut-être? Oui. Oui, il y a 2 ans, Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Oui, on s'est beaucoup inspiré des contes, aussi d'œuvres littéraires. On avait donc adapté à Hamlet. On aime beaucoup cette idée que le public vienne en sachant un peu, en croyant savoir en tout cas ce qu'il va voir. Et puis, comme nous, on détourne beaucoup les choses, on essaie de réinventer. Et dans les contes, il y a beaucoup de... C'est très court, les contes, donc il y a beaucoup de place. Et ça nous intéresse beaucoup d'avoir ça comme matériaux principaux. Et c'est un peu moins le cas dans Don Quichotte, dans le sens où c'est une œuvre qui est... En fait, on connaît le personnage, on connaît l'histoire des moulins, mais à part ça, grosso modo, quand on pose la question à 100 personnes, il y en a 95 qui ne connaissent pas vraiment ce livre, qui est pourtant un des plus lus au monde. Enfin, c'est une énigme totale. Acheté, en tout cas. Oui, le plus acheté au monde. Ça, donc voilà, c'est sûr que... On aime bien travailler sur l'inconscient collectif, la connaissance qu'ont les spectateurs. C'est assez amusant parce que ça crée des décalages et puis ça permet de partir avec quelque chose en commun. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, vous jouez dans la peau de Don Quichotte au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au samedi 20 janvier. Et le 18, le public pourra aller à votre rencontre. Voilà. Merci. Merci. Maggie Marin, chorégraphe française, questionne la place de l'homme dans le monde. Samedi 13 janvier, sa compagnie était au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines et elle présentait Beat, une farandole macabre au rythme obsédant. Regardez. Des danseurs partis pour un drôle de voyage à travers les époques. Maggie Marin questionne la relation aux autres, la relation à soi, à l'impulsion, au ressenti et donne naissance à Beat. C'est vraiment une unité de base. Et c'est vrai que c'est à partir de là que peut se composer les choses. Ça veut dire que sur cette unité, qui toute seule n'est rien, et selon la rapidité qui est rajoutée de l'information ou de la rythmique, les choses prennent sens. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait l'avoir. La chorégraphe entraîne danseurs et spectateurs dans une farandole macabre où ressort une certaine violence et un questionnement sur la misogynie ou le traitement des personnes vues comme faibles. C'est difficile d'en parler avec la fleur à la bouche, en rigolant, etc. C'est vrai que ça demande une certaine hargne pour condamner, c'est un peu gna-gna de dire ça, mais pour porter cette réflexion en tout cas. Et faire créer un mouvement, pas une émotion, mais c'est la même chose en fait. Une émotion, c'est un mouvement, créer un mouvement dans les spectateurs.
Une rythmique crescendo appuyée par la musique obsédante de Charlie Aubry, une œuvre intense pour s'interroger sur le vivre ensemble en société. Et pour découvrir le parcours et l'univers de cette chorégraphe, un rendez-vous à ne pas manquer à la bibliothèque universitaire de l'UVSQ. Maggie Marin sera en conversation publique le jeudi 25 janvier. On le connaissait, surtout rappeur, il est aussi comédien. Kerry James organise un face-à-face cinglant de deux France qui s'ignorent, une joute oratoire avec Yannick Landrin, extrait. Lorsque deux banlieusards, plongés dans le trafic de drogue, entrent en guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin? Est-ce l'État qui lui ordonne ou presse son doigt malgré lui sur la détente? Il y a 30 ans, le CMBV était lancé. CMBV, c'est pour le Centre de musique baroque de Versailles. En 1987, le ministère de la Culture lance une mission, redécouvrir et valoriser le patrimoine musical français des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce mardi 16 janvier, le ministère de la Culture a célébré ces 3 décennies. L'occasion pour nous de faire un point sur cette histoire. Benoît Dradvicki, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur artistique au CMBV et vous êtes arrivé en 2001. 30 ans de travail, parce qu'on fête les 30 ans cette année, 30 ans de valorisation et 30 ans de musique. Oui, alors moi, ça fait une vingtaine d'années du coup que je suis au Centre de musique baroque de Versailles. Mais c'est vrai que j'ai la chance de participer à cet anniversaire, tout comme j'avais participé aux 20 ans du Centre de musique baroque de Versailles en 2007. Alors, 30 ans marqués par des grands événements, peut-être les grandes journées. Beaucoup d'événements, mais j'allais dire surtout marqués par une évolution considérable à la fois du métier, du réseau et des partenaires avec lesquels on travaille, puisqu'il y a 20 ans et il y a même encore 10 ans, nous ne travaillions pas du tout de la même manière et c'est surtout cette évolution qui est notable, je pense. Alors qu'est-ce qui a changé justement depuis ces dernières années? Ce qui a changé depuis ces dernières années, c'est d'une part la mondialisation. C'est-à-dire que le Centre de musique baroque de Versailles aujourd'hui est vraiment le centre international de musique baroque de Versailles. Et puis la deuxième chose, c'est bien sûr les nouvelles technologies, le numérique qui permettent à la fois en termes de recherche, à la fois en termes de pédagogie, mais aussi en termes de projets artistiques, de fonctionner de manière totalement différente. C'est-à-dire d'autres découvertes peut-être de morceaux comment ça se passe? C'est-à-dire déjà d'échanger beaucoup plus facilement avec le reste du monde, avec les chercheurs, avec les musiciens, de monter des coproductions avec des partenaires parfois de pays très éloignés, et puis de garder des traces de tout le travail qui est fait et d'avoir vraiment une notion d'archivage et d'accumulation qui permettra, je l'espère, aux générations futures de profiter de tout ce travail. Justement, l'étranger, vous l'avez signalé, pour l'année 2016-2017, il y a eu 15 concerts à l'étranger. Ça augmente chaque année? Alors c'était même 15 opéras à l'étranger, ce qui est encore plus ambitieux parce que des opéras, ça rassemble beaucoup de monde et beaucoup de moyens. En fait, l'idée, c'est que chaque année, nous identifions des partenaires différents ou au contraire des partenaires pérennes avec lesquels nous construisons sur le long terme. Et nous essayons surtout de répondre aux demandes, aux sollicitations qui sont faites, parce que le métier du Centre de musique baroque de Versailles, c'est d'être utile au répertoire français. Et justement, ce répertoire, vous le présentez chaque année. Il y avait 135 événements la saison précédente. Ça se développe? C'est très variable en fait parce que les projets peuvent être des petits projets qui tournent beaucoup ou alors des grosses productions qui ne sont données que 1, 2 ou 3 fois mais qui demandent beaucoup plus de préparation et beaucoup plus de moyens humains et financiers. Donc en fait le nombre n'est pas vraiment représentatif d'une potentielle évolution ou d'un changement, mais c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt de notre travail, c'est que chaque saison est totalement différente. Totalement différente, puis vous accueillez aussi, vous avez des artistes en résidence que vous accompagnez peut-être? Alors on travaille avec des artistes de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'il y a des orchestres avec lesquels on est partenaire depuis pour certains 30 ans d'ailleurs, le concert spirituel, les talents lyriques, les arts florissants, tous ces ensembles qui sont spécialisés notamment sur la musique baroque française. Et puis nous avons depuis plusieurs années des chanteurs en résidence. Alors c'est pas vraiment nous qui les accompagnons, c'est plutôt eux qui nous accompagnent et à qui nous proposons d'être distribués dans les opéras ou les concerts en France et à l'étranger.
Et depuis 30 ans que vous redécouvrez, ou vous faites découvrir la musique baroque, il y en a encore à découvrir? Il y a des secrets qui se cachent? Oui, alors il y a énormément de choses qui se cachent. On a joué une 50aine d'opéras en 30 ans sur les 700 que compte le répertoire de l'Opéra de Paris à l'époque, par exemple. On a dû jouer une 20aine de motets sur plus d'1 millier. Et puis c'est vrai que parfois on a des petits moments de déprime, les chercheurs ou les artistes, en disant bon, on a tout fait, on a tout trouvé. Et puis d'un seul coup, on découvre d'autres partitions, on se dit mais relisons ceci, relisons cela. Et on se dit mais en fait là, on est en train de passer à côté de quelque chose. Donc il y a encore vraiment beaucoup à faire. Merci Benoît Dradwicki. Merci. Le CMBV, c'est aussi de la recherche avec un laboratoire de musicologie, de la restauration, mais aussi de la formation, avec près de 140 chanteurs. Denis Krovala, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'administrateur de la maîtrise. 140 chanteurs sont formés chez vous. Des jeunes chanteurs, où les plus âgés ont 30 ans et les plus jeunes 4 ans. Voilà, c'est toute l'originalité du projet de la maîtrise qui a été conçu en fait par Olivier Schnebeli dès son arrivée en 1991. L'idée de construire un chœur-école avec des enfants et des adultes pour s'inspirer de la couleur du chœur de la Chapelle Royale. Donc effectivement, on forme chaque année à peu près 140 enfants, 140 jeunes chanteurs tous les ans, qui vont de l'âge de 4 ans au jardin musical jusqu'à la formation professionnelle des adultes. Justement, les enfants, eux, restent presque dans un cadre loisir, mais pas tant que ça, parce que vous chantez à l'extérieur. Oui, alors c'est vrai que pour les enfants, c'est un cadre loisir tant qu'ils sont sur le hors-temps scolaire, mais dès le CE1, ils commencent à rentrer dans les classes horaires aménagées, c'est-à-dire une formation quand même vocale, musicale beaucoup plus intense. Et puis à partir du collège, là, ils font de grandes productions avec le chœur-école, et ils ont la chance de côtoyer les plus grands artistes, instrumentistes, solistes, en concert. Vous avez précisé le nom de celui qui dirige cette maîtrise, Olivier Schnebeli. 91, c'est quasiment le début du CMBV, mais une évolution peut-être dans la formation de ces jeunes et ces adultes? C'est vrai, alors même si effectivement tout le projet de contenu à la fois pédagogique et le projet musical a été contenu par Olivier, il l'a aussi accompagné tout au long de ces années vers un certain nombre d'évolutions, de mutations, et je pense en particulier à tous les partenariats pédagogiques que l'on a établis avec un certain nombre de conservatoires, qui sont vraiment des associations extrêmement riches musicalement, intellectuellement, avec le conservatoire de Paris-Saclay, à Orsay, avec le CRR de Versailles, et puis plus récemment avec le pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt. Et c'est vrai qu'avec ces établissements qui forment en particulier des instrumentistes dans le domaine baroque, nous avons des collaborations de formation et de projets musicaux qui sont tout à fait passionnantes. Et qui permettent de diffuser encore aujourd'hui le baroque. Exactement. Parce que ça ne s'arrête pas, voilà. Ça fait 30 ans que vous travaillez dessus. Bien sûr, cette diffusion, elle passe par les concerts des Pages et des Chantres, tournés en France, à l'étranger, par les enregistrements discographiques aussi, qui sont un des moyens aujourd'hui, bien sûr, les plus faciles pour diffuser très largement cette musique de répertoire. Et vous le disiez, la professionnalisation, parce que depuis 89, vous avez eu 120 choristes et solistes formés et 80% sont encore dans le métier. Voilà, c'est-à-dire si on dénombre effectivement tous les adultes qu'on a formés en tant que personnes individuelles depuis l'origine de la maîtrise, ça représente même à peu près 150 personnes. Et notre taux d'insertion professionnelle, puisqu'on mène des enquêtes régulières à l'issue de leur formation, est de près de 90%. Donc on est très fiers de cela parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans les ensembles de musique baroque et ensembles vocaux classiques au sens large, on retrouve un nombre extrêmement important d'anciens étudiants de la maîtrise du CMBV. Et depuis 30 ans, qu'est-ce que chante la maîtrise? Eh bien, la mission de la maîtrise, le cœur de sa mission, c'est vraiment la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, et en particulier tout le répertoire sacré de la Chapelle Royale, mais aussi celui qui a été composé pour les cathédrales, pour les collégiales en France. Et c'est vrai que c'est un chantier sans fin, je dirais, parce que tous les ans, on redécouvre de nouveaux compositeurs. Là, par exemple, grâce au CNRS et au CRR de Paris, le mois prochain, on va contribuer à la redécouverte de Pierre-Louis Poliot, le maître de chapelle de la cathédrale de Beauvais au milieu du XVIIIe siècle. Et on va faire découvrir au public des œuvres qui n'avaient jamais été interprétées depuis le milieu du XVIIIe. Merci, Denis Krovala. Merci à vous. Et on retrouve notre rendez-vous régulier, le coup de cœur cinéma. Celui de cette semaine, c'est Bertrand Pigné. On l'écoute.
Le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Elsa cette semaine, c'est The Big Lebowski, un film des frères Cohen sorti en 1998 sur lequel on fera une ciné-conférence, c'est-à-dire qu'on viendra apporter des éléments de compréhension sur ce film un petit peu foutraque, un petit peu loufoque. L'histoire donc de ce personnage à qui tout échappe et en particulier un tapis qui est souillé par des gens au début du film. Et ce personnage, joué par Jeff Bridges, The Dude, va se retrouver à essayer d'être compensé pour son tapis. Voilà. Une drôle d'idée qui lui arrive et qui nous embarque dans un film très étrange, moitié comédie, moitié film de détective. Enfin, voilà. On vous laisse redécouvrir ce film-là. Séance unique ce vendredi à 20h45 au cinéma Les Yeux d'Elsa. Et puis on se retrouvera dans 2 semaines pour découvrir un autre film d'un autre réalisateur. Jack Burton, enfin les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, de John Carpenter, pareil, en ciné-conférence où on essaiera de vous apporter des éléments de compréhension sur le film, tout en s'amusant. Une très très grande comédie, très méconnue, de Big John Carpenter. À très bientôt au cinéma Les Yeux d'Elsa. Alors, si c'est pour protéger Jack Burton... Je vous dis de laisser Jack Burton tranquille. Nous avons tous une dette envers lui. C'est un homme d'un grand courage. Au Prisme d'Elancourt, on parle de rupture. Eric a fondé l'agence Rupture à domicile. Il est mandaté par Hippolyte pour rompre avec Gaël, qui n'est en fait autre que son grand amour. Un trio amoureux joué par Olivier Citruc, Anne Planté et Benoît Solès. Regardez. On peut rater son histoire et réussir sa rupture. Eric. Gaël, quand on quitte quelqu'un qu'on n'aime plus, on ne l'abandonne pas, on le libère. Comment tu m'as retrouvé? C'est compliqué. Je suis surprise que tu aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Est-ce que quelqu'un est venu pendant que j'étais pas là? Ravi de te rencontrer, Julien. Les amis de Gaël sont mes amis. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te voir ici. Ah, j'imagine. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.